Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emmanuel Hirsch, je dirige l'Espace Éthique. Pour les gens qui ont vu sur les vidéos que j'avais arrêté la direction de l'Espace Éthique, je l'avais annoncé au mois d'avril. Non, c'était en avril. Oui, lorsqu'il y a eu la réunion à l'Assemblée nationale. Malheureusement, pour beaucoup d'entre vous et pour moi, je suis amené à continuer, puisqu'on m'a demandé de continuer. Donc je suis toujours directeur de l'Espace Éthique d'Île-de-France. Voilà, deux points d'éléments en introduction. D'abord, on se trouve dans une trop grande salle et j'explique à nos invités qui nous font le plaisir de nous rejoindre. On a vécu les grands moments lyriques de la bioéthique à travers les États généraux et chaque fois, on était stressé de ne pas pouvoir accueillir le public, y compris lorsqu'on se retrouvait à Sciences Po avec 680 personnes. Donc on s'est dit, on va prendre une salle à la fois dans un lieu un peu emblématique, le ministère de la Recherche et puis de l'innovation, parce que maintenant il y a le mot innovation, l'enseignement supérieur et de l'innovation, puis également pour accueillir les gens dans les meilleures conditions. Parce que traditionnellement, nos conversations qui s'ouvrent aujourd'hui ont pour cadre l'INSERM. On s'installe à Bioparc, qui est dans un lieu un peu plus cocooning. Bon là, on a à la fois les participants et puis les gestes qui vont suivre avec attention, comme elles ont dû suivre avec beaucoup d'attention d'autres colloques intéressants. Juste deux éléments introductifs. D'abord, et j'ai vu qu'elle était dans la salle, Françoise Claise-Rappeau, elle est quelque part ici. Nous avons vécu un des grands moments des États généraux de la bioéthique samedi, à quelques pas d'ici, au lycée Henri IV. Et c'était assez fabuleux. 200 personnes dans l'amphi, avec des lycéens qui, de 9h du matin jusqu'à 14h, sans interruption, ont abordé toutes les questions autour de l'assistance médicale à la procréation, coachés par notamment leur prof de philo, mais pas que. On a vécu un des moments les plus intenses des États généraux de la bioéthique. C'est-à-dire de jeunes citoyens, ceux qui vont nous faire demain la politique, qui seront aux affaires, qui se sont appropriés ces questions avec un esprit d'ouverture, une curiosité, également une approche pluridisciplinaire qui allait de l'anthropologie à la sociologie, à l'économie, à la philosophie, qui nous a bouleversés par son intelligence. Donc on est très rasséréné. Il y a de l'avenir à la bioéthique telle que l'envisageait Léo Coutelec lorsqu'on s'est lancé dans l'aventure à la demande du Comité consultatif national d'éthique de participer aux États généraux de la bioéthique, une bioéthique ouverte à d'autres champs qu'aux pratiques biomédicales. Et c'est là où très très rapidement s'est imposé le concept de nos responsabilités vis-à-vis des générations futures. Ce dont on s'est aussi rendu compte, et à mon avis c'est singulier, un jour avant que le CCNE, puisque c'est le cas demain, va remettre son premier rapport sur la bioéthique, c'est que toutes les questions qu'on a évoquées sont des questions politiques. Et des questions politiques qui se posent bien sûr pour notre démocratie, mais également d'un point de vue plus universel. Et on s'est rendu compte que parler des générations futures, c'est pas renoncer à parler du présent et de nos responsabilités vis-à-vis des générations présentes. Soyez rassurés, les générations présentes qu'on a rencontrées au cours des États généraux ont bien envie de contribuer aux conditions de réflexion pour que les générations futures soient plus responsables, et pas uniquement dans le domaine de la biomédecine, même si c'est un domaine assez emblématique, mais également dans le domaine de l'environnement, par exemple, de la nutrition, de la justice, tous les thèmes que dans sa composition, Léo, avec sa petite équipe, ont réussi à très très bien conjuguer, en tous les cas à présenter dans cette journée qui s'avère passionnante. À travers ces quelques mois de bioéthique que nous allons prolonger, puisque les États généraux sont arrêtés il y a quelques jours, et donc on va avoir la séquence qui est la séquence du rapport, puis de l'avis du Comité consultatif national d'éthique, puis l'avis de l'OPEX, et avec la partie parlementaire qui va débuter vers l'automne. Ce qui est très très important, c'est d'aborder, me semble-t-il, d'un point de vue démocratique, un débat qui ne fait que commencer. Et ce à quoi nous avons souhaité contribuer, c'est d'abord à sensibiliser les gens en leur disant « ce débat vous concerne, il nous concerne chacun d'entre nous, chacun peut apporter la singularité de son expérience, de son parcours, de ses valeurs, que ce n'est pas un débat de clivage idéologique, c'est un débat qui doit nous rassembler autour de valeurs communes. » Donc on a découvert ça. On a découvert aussi une certaine malveillance à l'égard de ce débat quand certains médias ou certains commentateurs l'ont réduit à des débats très idéologiques
pour ne pas dire confessionnelle, entre les pour ou contre l'AMP, les pour ou contre l'euthanasie. Ceux qui n'ont pas compris que derrière les questions d'euthanasie et d'AMP, il y a des enjeux beaucoup plus fondamentaux, beaucoup plus ontologiques, beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus épistémologiques, c'est des gens qui ne comprendront jamais ce dont il s'agit. C'est là où l'intérêt d'un colloque comme aujourd'hui est important. Et ce qu'on a fait dans notre parcours, c'est essayer de décrypter au-delà des effets d'annonce. Alors il est vrai, si vous allez, maintenant il est fermé, sur le site du CCNE, que vous avez deux thématiques qui ont particulièrement ému un certain nombre de personnes, en tous les cas qui ont fait que des personnes ont tracé sur le site leur passage et leurs convictions. C'est la procréation médicalement assistée, c'est technologie, mais pas uniquement l'accès à des couples homosexuels à la procréation médicalement assistée, mais également tout ce qui est tri embryonnaire, tout ce qui est sélection, donc tout ce qui renvoie à une certaine forme d'eugénisme, donc une réflexion sur la condition humaine. Puis deuxième point, ça a été sur la fin de vie, alors que c'est pour des raisons à la fois politiciennes et idéologiques qu'on a mis la fin de vie, qui ne ressort pas de la bioéthique. Tout ça pour vous dire, on a vécu un grand moment. Il était tellement agréable ce moment, on a rencontré des gens, alors certains sont dans la salle, certains n'ont pas pu venir. Je ne parle pas de nos étudiants fidèles, je parle des gens qui sont devenus des addicts au débat de bioéthique. Je terminerai en disant, on a compris le message, hein, je vous ai compris au nom de l'équipe. Et donc, dès la rentrée en septembre, octobre, nous allons proposer une université populaire de la bioéthique, c'est-à-dire des rendez-vous réguliers, pluridisciplinaires, avec un souci d'accompagner les développements des mois et des années qui viennent. C'est pas tout de dire on se réunit tous les 7 ans pour faire la fête à la bioéthique, d'autant plus qu'on a vu que la bioéthique est très fragile et quand vous discutez avec les parlementaires aujourd'hui, ils ne savent même pas si on aura vraiment la possibilité de rédiger une loi de bioéthique au sens propre du terme, s'il ne faut pas plutôt avoir un cadre qui rappelle un certain nombre de valeurs, tant les choses évoluent très très vite entre le mois de janvier et aujourd'hui. On a vu déjà pour CRISPR-Cas9 et pour tout un ensemble de thématiques des évolutions majeures au niveau de l'évolution des technologies. Donc tout ça pour dire que ce qu'est notre démarche depuis des années, qui est une démarche prudentielle, une démarche de la concertation, de l'ouverture, de la curiosité de l'autre, va être au rendez-vous des prochains mois, peut-être plus affûtée encore parce que la demande est de plus en plus forte. Je disais, quand samedi, Jean-François Delfrécy, le président du CCNE, a ouvert avec émotion, parce que lui-même était surpris de ce nombre de lycéens avec leurs parents, leurs enseignants qui étaient là. C'est vrai que c'était un moment assez intéressant. Et il est assez clair pour lui comme pour nous que la bioéthique, c'est maintenant qu'il va falloir en parler, c'est maintenant qu'il va falloir déterminer quelle est la considération que l'on a à la fois pour le présent, pour les vulnérabilités et les générations futures. Puis le dernier point du dernier point, si vous regardez le site de l'espace éthique, et je remercie Patrice Dubos de nous laisser ses traces, c'est vrai qu'il y a en 2000, c'était en 2008, de 2008 à 2010, quand il y a eu les précédents États généraux, on n'a pas filmé autant de débats, puisqu'on en a organisé finalement moins. Mais un des débats que je vous incite à voir, qui était pour nous nécessairement à placer au cœur de notre réflexion, c'est sur les droits des personnes migrantes. On regarderait un débat qu'on a organisé avec notamment Médecins du Monde et puis l'université Paris 8 ou Paris 13. Et vous voyez à quel point la question des vulnérabilités, la question des précarités, nous interroge plus particulièrement. Donc dans tous les thèmes qu'on a abordés, on s'est dit qu'en est-il de la question des précarités, de nos vulnérabilités, en quoi la science nous soumet finalement à l'exercice d'arbitrage quelquefois impossible, insurmontable, impensable. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Vous avez de la chance, je dirais vous avez de la chance que j'ai regardé aussi ce qui s'est fait au niveau national. Je pense qu'à Paris, il s'est fait des choses qui ne se sont pas faites ailleurs. Et ça nous donne encore davantage envie de continuer dans ce sens. Merci en tous les cas à vous toutes et à vous tous. Et puis aux intervenants qui vont nous permettre encore de nous dépasser, de nous transcender.